Nous allons commencer. Une dernière fois, cette séance va être présentée en anglais et traduite en direct en italien, allemand, français et arabe. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez écouter avec le bouton d'interprétation, un petit rond que vous avez au bas de l'écran. Pour avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez utiliser le lien sur cet écran qui est également dans la zone de conversation qui a été placé par ma collègue Laura qui nous aide à produire cette séance aujourd'hui. Commençons. Merci pour votre présence aujourd'hui. C'est la deuxième séance de notre cours sur la désinformation concernant les vaccins. Aujourd'hui, nous allons parler sur les récits communs sur les vaccins qui sont vulnérables à la désinformation et au manque de données et comment les identifier. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes First Draft. Nous sommes une organisation internationale qui travaille pour aider les gens par la connaissance et par des outils pour les aider à être résilients contre les informations fausses et trompeuses. Je me présente, je m'appelle Marie Bonner, je suis responsable international des partenariats pour First Draft. Je travaille à la collaboration et au travail de contact avec les organisations extérieures. N'hésitez pas à me contacter après ce cours si vous voulez approfondir une possibilité de partenariat ou de collaboration. Je suis également allemande et française, donc excusez-moi pour mon anglais. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points clés. Tout d'abord, les récits communs sur les vaccins que nous avons vus sur Internet et dans nos recherches, celle qui a été publiée en novembre 2020 et qui a fait l'objet de notre travail l'été dernier. Ensuite, nous allons examiner le manque de données, c'est-à-dire les domaines qui ont un rapport avec les vaccins où il n'y a pas assez d'informations. Et enfin, nous allons parler du surplus d'informations et ce que cela peut provoquer. Le rapport Sous la surface, récit sur les vaccins du COVID-19, désinformation et manque de données sur les réseaux sociaux, a été publié par First Draft en novembre 2020. Cette nouvelle étude a identifié des récits clés sur les vaccins sur les plateformes de réseaux sociaux en français, anglais et espagnol, qui pourraient saper la confiance du public dans les vaccins contre la COVID-19 et contre les vaccins en général. L'étude a été menée l'été dernier par First Draft à cause de certaines inquiétudes par rapport à des récits et à des des théories du complot. Les auteurs sont Claire Walter et Rory Smith et Seb Coben. Ils ont analysé 1200 messages postés dans le but d'identifier des récits dominants et de comprendre quel est le discours sur les vaccins sur les réseaux sociaux et sur la façon dont il est instrumentalisé dans le cadre de la désinformation. First Draft a créé une typologie unique sur les vaccins que nous utilisons pour catégoriser les messages postés sur les réseaux sociaux en anglais, français et espagnol. L'étude que nous avons menée ciblait les discours sur les vaccins en général, positifs, négatifs, vrais ou faux, mais quels étaient les discours dominants. La multiplicité des récits a contribué à un environnement d'incertitude. Il existe des différences importantes d'une langue à une autre par rapport aux thèmes liés au vaccin. Voici les 6 catégories sur les vaccins que nous avons découvertes. Il y a les motifs politiques et économiques, la sécurité, l'innocuité, l'efficacité et la nécessité, le développement, la mise à disposition, l'accès, la théorie du complot, la liberté et la moralité et la religion. Dans cette première section, nous allons approfondir ces récits et partager quelques exemples avec vous. Avant de nous lancer dans ces récits, je voudrais que vous pensiez à ces 3 questions. La première, comment cela m'aide à comprendre ce qui inquiète les gens sur les vaccins? Si vous étiez là lors de notre dernière séance, nous avons un petit peu parlé sur les différents thèmes que nous avons explorés dans notre étude. Et par exemple, le fait que les récits sur la moralité et la religion sont beaucoup plus fréquents en espagnol, alors que le récit sur la liberté était important dans les conversations en anglais.
mais n'existait pas du tout dans les conversations en espagnol. Cela signifie qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'est-ce qui est applicable à une langue, à une communauté, à un pays particulier. La question suivante qu'il faut garder à l'esprit, c'est quel type d'information nous aidera à répondre aux inquiétudes des gens. C'est comme si nous réfléchissions à des solutions. Quelles sont les informations que je dois diffuser pour répondre à ces inquiétudes? La troisième question qu'il faut garder à l'esprit par rapport à ces récits, c'est quels sont quelques-uns des mots-clés que je peux utiliser pour faire des recherches supplémentaires sur ce sujet. Il faut donc faire attention aux termes utilisés dans notre recherche en général. Si vous étiez là lors de notre dernière séance, vous savez qu'il y a deux grandes catégories de récits qui dominent l'univers et toutes les langues. Les motifs politiques et économiques, c'est le premier récit, le plus important. Voici quelques exemples de récits qui relèvent de cette catégorie. Il y a par exemple le premier, des intérêts financiers concentrés qui sont à l'origine du développement des vaccins et qui portent atteinte à leur innocuité. Le deuxième, c'est que les dirigeants font la promotion de vaccins pour un gain politique. Si nous regardons ces récits, le dernier notamment, on se demande quels sont quelques mots-clés que nous pouvons utiliser sur les réseaux sociaux par rapport aux sociétés pharmaceutiques. Par exemple, le mot-clé Big Pharma est certainement un mot qu'il faut explorer. Le thème qui relie tous ces éléments, c'est le manque de confiance dans les institutions, dans les politiciens et l'influence de l'argent. La deuxième catégorie la plus importante est l'innocuité, l'efficacité et la nécessité des vaccins. Si vous regardez ce premier, nous catégorisons non seulement les récits négatifs. Donc, ce premier récit, le vaccin contre la COVID-19 est un billet pour nous permettre de retourner à la normalité. C'est un récit optimiste. Et bien que ce récit soit un reflet de la confiance dans les vaccins, il définit des attentes qui ne sont pas réalistes. Le vaccin n'est pas une solution magique et il peut donc être instrumentalisé dans le cadre de la désinformation. Il y a beaucoup de désinformation sur les vaccins qui proviennent de communautés du secteur du bien-être alternatif qui disent que le système immunitaire sain est plus efficace qu'un vaccin. Évidemment, ces vaccins peuvent également avoir un lien avec le scepticisme par rapport aux sociétés pharmaceutiques, par rapport aux ingrédients dont se composent les vaccins. Enfin, ce que nous avons, c'est reconnaître que si nous empoisonnons déjà notre corps avec des drogues et de l'alcool, naturellement, on peut se faire vacciner. Évidemment, cela incite les gens à se faire vacciner, mais cela catégorise le vaccin parmi les poisons. Bien que les deux premières catégories soient les principales, il n'y a pas d'ordre particulier pour les catégories suivantes. Le troisième est l'un de ceux que nous trouvons le moins dans nos études. Donc, il n'est pas l'un des thèmes principaux sur les réseaux sociaux. C'est le thème du développement, de la mise à disposition et de l'accès aux vaccins. Nous pouvons voir que le premier récit a un rapport avec le vaccin russe Sputnik V ou bien Sputnik V. Je voudrais souligner que ce n'est pas parce que ce récit est là qu'il exprime un jugement sur la qualité ou la déficience de ce vaccin, ou bien que c'était le premier vaccin trouvé ou non. En fait, ce vaccin a obtenu des évaluations très positives récemment. Si nous le mettons ici, c'est parce qu'il a des conversations sur les réseaux sociaux l'été dernier et qu'il a été vulnérable à la désinformation. D'autres vaccins ont été abordés de la même manière en même temps et c'est quelque chose dont nous devons nous rappeler. Le deuxième point est que la mise à disposition du vaccin dans le monde entier n'est pas équitable. C'est vrai que la mise à disposition n'est pas égale dans tous les pays pour différentes raisons. Cependant,
Ce récit peut être instrumentalisé pour la désinformation. Il y a des gens peut-être qui pourraient dire, bon, si tout le monde doit se faire vacciner, et si on sait que cela ne va pas se faire, bah, pourquoi se faire vacciner de toute façon? Une autre catégorie de récits que nous avons trouvé, c'est celle de la théorie du complot. Celle-là est tout particulièrement forte dans les conversations en français. Il y a deux exemples ici de la théorie du complot. Celle que nous avons vue beaucoup, c'est que les vaccins aideront des gens mal intentionnés à insérer des micro-puces pour contrôler des populations entières. Un autre est que les vaccins sont un outil pour les programmes de dépopulation. Comme je l'avais dit la dernière fois, la figure de Bill Gates est très liée à cette théorie. Et avec toutes ces théories du complot, il semblerait qu'en ajoutant Bill Gates, ajoute un facteur de crédibilité à la théorie elle-même. Les théories du complot s'alimentent souvent également sur l'idée que l'élite ou bien les riches veulent contrôler ou éliminer les pauvres. La prochaine catégorie de récits est la liberté. Cette catégorie était tout particulièrement populaire dans les conversations en anglais sur les réseaux sociaux. Les récits populaires varient beaucoup selon un pays ou une langue et ils varient également dans le temps. Et c'est quelque chose que nous voulons considérer lorsque nous surveillons les récits dans notre propre pays ou dans notre propre langue. À titre de rappel, je l'avais déjà dit, mais il s'agit là des résultats d'une étude que nous avons menée l'été dernier. Et beaucoup de choses se sont passées depuis. Un exemple de cette catégorie est le premier. Ça commence par un masque, ensuite on passe au vaccin et finalement on termine avec un contrôle total. Nous avons vu cela beaucoup aux États-Unis avec des gens contre le confinement, contre la quarantaine. Ils ont uni leurs forces avec la communauté anti-vaccin en général. Cela correspond au récit selon lequel les politiciens trouvent de plus en plus de façons de contrôler et de soumettre la population. Cette catégorie de récits a été tout particulièrement populaire dans les conversations en espagnol. Le premier exemple est celle qui dit que le sang du Christ est le seul vaccin contre la COVID-19. Nous avons vu beaucoup de ces thèmes religieux ressortir autour du vaccin contre la COVID-19, surtout dans les régions d'Amérique latine. Nous avons vu que la deuxième va un petit peu dans le même sens. Elle relie la religion à la science et la recherche de questions qui sont soulevées par la crise de la pandémie. Cette section peut-être semble beaucoup parce que nous avons parlé de 6 catégories, mais nous avions 2 objectifs. Le premier est d'être de meilleurs communicateurs. Que voulons-nous dire par là? Au fur et à mesure, comme nous l'avons appris lors de la dernière séance, lorsque nous parlons de la confiance dans les vaccins, la désinformation, ce n'est pas tout. Si nous voulons obtenir des informations de qualité, les diffuser, ou bien si nous voulons contrer les fausses informations, il faut comprendre quelles sont les questions légitimes ou les inquiétudes légitimes du public. Qu'est-ce qui les préoccupe? J'ai également mentionné sur cette diapo que nous voulons être de meilleurs chercheurs. Donc, nous allons parler davantage de cela lors de notre prochaine séance. J'espère que vous nous rejoindrez parce qu'il s'agit de mots-clés et comment stratégiser notre recherche. L'un des principaux aspects de la recherche est de prêter attention à la langue. La langue que les gens utilisent lorsqu'ils parlent de ces thèmes sur les réseaux sociaux. Ce qui peut être très différent des mots que nous utilisons pour parler du même thème. Approfondissons maintenant la prochaine partie de notre présentation, le concept du manque de données. Le manque de données, c'est un concept que mes collègues ont créé lors de leur recherche. C'est ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas assez d'informations crédibles pour répondre à la demande. Voici quelques exemples
lorsque nous regardons le vaccin contre la COVID-19, il n'y a pas assez d'informations dans certains domaines qui intéressent le public. Le premier, par exemple, c'est l'ARNM, la technologie ARNM et l'altération de l'ADN sont deux domaines dans lesquels les gens ont beaucoup de questions et d'inquiétudes. Il n'y a pas beaucoup de rapports approfondis sur ces sujets. Il y a également le thème des OGM et de l'aluminium. L'aluminium a été utilisé comme un ingrédient dans les vaccins et les gens ont beaucoup d'inquiétudes, comme je l'ai dit auparavant, sur les ingrédients dont se composent les vaccins. Une fois encore, il n'y a pas beaucoup de rapports sur ce sujet. Et enfin, les gens s'inquiètent beaucoup sur, et parfois cela se justifie, sur l'impunité légale des sociétés pharmaceutiques et sur les sociétés pharmaceutiques en général. Ce graphique montre comment le manque de données, comment il apparaît et comment il est exploité. Donc la première étape est qu'un problème novateur ou auparavant inconnu fait surface. La deuxième étape est que les gens ont des questions légitimes, mais les informations fournies sont souvent trompeuses, déroutantes, fausses ou même nocives. La troisième étape, un manque de données fait surface. Quatrièmement, il y a des acteurs malveillants qui exploitent ce manque de données en diffusant des informations fausses ou trompeuses. Cinquièmement, les messages sont ensuite blanchis dans l'écosystème de l'information grâce à diverses techniques de manipulation et de diffusion. Et sixièmement, les messages amplifient les récits qui modèlent l'attitude des gens. Et c'est là le problème. Ce problème modifie les comportements et les attitudes. Si nous voulons contrer le manque de données, il y a deux choses à faire. La première chose est de comprendre comment sont exploités les manques de données. Cela est applicable pour la désinformation sur les vaccins, mais également pour d'autres domaines. Tout d'abord, les informations trompeuses peuvent être facilement reproduites et traduites dans différentes langues. Nous avons vu, par exemple, des réseaux de blogs qui semblent légitimes, qui écrivent, qui traduisent et qui publient le même contenu. La prolifération et l'amplification lui donne un vernis de légitimité. Un autre point que l'information va être légèrement modifiée pour en cacher la source et pour en réduire la traçabilité. Comme nous l'avons vu auparavant, la désinformation a des racines très profondes parce qu'elle se base souvent sur un fond de vérité. Donc les acteurs peuvent prendre une information, la tordre, la faire sortir de son contexte et l'adapter au message qu'ils souhaitent transmettre tout en fondant leur message sur un certain niveau de crédibilité. Une façon très efficace d'utiliser la fausse information pour ces acteurs est de propager leur message sur de nombreuses plateformes, car cela renforce l'aspect légitime de leur déclaration. Si c'est sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, donc ça doit être vrai, parce que c'est partout. Voici maintenant notre deuxième action, savoir comment détecter un manque de données, c'est-à-dire un manque d'informations avant même que le public ne se mette à la recherche d'informations. Il y a plusieurs indicateurs clés qu'il faut avoir à l'esprit. Souvent, les domaines qui peuvent révéler des manques d'informations sont nouveaux. Cela veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles où que ce soit. Des informations fausses ou trompeuses peuvent être facilement introduites pour combler la lacune qui existe. D'autres domaines qui peuvent donner des manques de données sont des domaines techniquement complexes. C'est ce que nous avons vu en général avec la COVID-19 et les rapports scientifiques, les études scientifiques par exemple. Ce sont des domaines très difficiles à comprendre par le public, par le grand public, et de manière trop simpliste ou trop réductible. Un autre domaine est lorsqu'un thème correspond à un récit qui existe déjà. Par exemple, dans le récit sur les vaccins, ce que nous avons vu l'été dernier, lorsqu'un récit correspond bien avec, par exemple, sur les vaccins et la religion,
sur des problèmes d'innocuité du vaccin, cela signifie qu'il y a un bon terrain de désinformation dans ce domaine. Également, si le récit que nous regardons a une importance politique, nous avons vu dans notre étude que les motifs politiques et économiques sont la catégorie principale dans les trois langues, anglais, français et espagnol. Nous avons également vu la dernière fois que les gens en général manquent de confiance dans les institutions et les politiciens et qu'ils font davantage confiance à leurs médecins traitants qu'à leurs politiciens. Et notre signe indicateur est que si le contenu a beaucoup de valeur émotionnelle, les informations jouent souvent avec les sentiments des gens. Et ce facteur est souvent responsable des messages qui sont partagés, diffusés sur les réseaux sociaux. Finalement, et pas le moindre, le manque de données peut également se fonder sur des doutes quant au caractère légitime des informations qui sont diffusées. Nous allons maintenant parler de 3 conseils simples que nous pouvons utiliser pour détecter les manques de données. Voici le premier conseil pratique. Faites une recherche sur Google ou sur YouTube sur un thème particulier et notez les résultats. Comblez les écarts lorsqu'il manque des informations de qualité. On peut voir ici une petite recherche que nous avons fait avec blessure due au vaccin sur YouTube. C'est ma collègue qui a fait cette recherche. Et elle révèle que tous ces signalements sont en fait des anecdotes sur les blessures liées au vaccin. Certains sont positifs sur les vaccins, d'autres ne le sont pas. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que les effets secondaires des vaccins ne sont pas mis en perspective. La perspective, c'est ce dont ont besoin les gens, en fait. On peut dire une personne s'est fait vacciner, a eu une réaction allergique, mais c'est tout autre chose de placer cela dans le contexte. Qu'est-ce que les études cliniques ont dit à ce sujet? Quelle est la probabilité que vous subissiez la même réaction? Donc, ce genre de termes, lorsqu'ils sont utilisés dans les recherches, peuvent nous aider à comprendre où se trouvent les manques de données. Le deuxième conseil pratique est de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de discours sur les vaccins sur les réseaux sociaux. Quel que soit votre rôle comme journaliste, comme chercheur, il pourrait être intéressant de développer votre présence en ligne par rapport aux gens qui ont déjà cette conversation ou peut-être qui voudraient les rejoindre. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est créer un AMA ou bien une interview sur Reddit. Si vous allez sur le site web de Reddit, comme vous le voyez sur la diapo, il y a tout un kit pour vous aider à vous préparer et pour vous donner des conseils pour communiquer avec votre public. Évidemment, le type de plateforme que nous utilisons pour cela dépend de l'endroit où se trouve votre public. Parfois, Reddit n'est pas forcément la plateforme la plus adaptée. Peut-être Facebook, peut-être plus populaire où vous vous trouvez. Il faut également tenir en compte les protocoles de votre organisation en rapport avec le contact, la communication avec les publics externes, tout en restant en sécurité. C'est quelque chose dont nous parlerons davantage lors d'une séance ultérieure. Notre dernier conseil est d'éviter de poser des questions ouvertes sur les réseaux sociaux. Si vous le faites, demandez à un modérateur de vérifier les commentaires qui sont postés. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, sur ces 3 exemples, 2 d'entre eux sont des questions ouvertes. Et nous ne recommandons pas de faire cela, c'est parce que très souvent, les commentaires à ces questions sont remplis de fausses informations. Nous allons maintenant passer à la dernière section de cette séance et nous allons parler du surplus d'informations. Qu'est-ce que le surplus? C'est la situation lorsque l'immense quantité d'informations entraîne une confusion et dissuade les gens de suivre l'actualité. Il y a quelques exemples de domaines où nous avons trop d'informations. Tout d'abord, il y a beaucoup d'informations sur le développement des vaccins
mais pas assez d'informations contextuelles et trop d'informations sur la race. Lorsque nous voyons la polémique aux Philippines dont nous avons parlé lors de la séance antérieure, il y avait une prolifération médiatique et une enquête très longue du Sénat sur le vaccin, mais elle se concentrait davantage sur des accusations de corruption que sur l'innocuité même du vaccin. Nous avons également réalisé récemment qu'il y avait une très grande couverture sur les communiqués de presse des sociétés pharmaceutiques, parfois sans aucune opinion critique. Nous avons également vu que certaines personnes avaient de grandes inquiétudes sur les sociétés pharmaceutiques en général par rapport au vaccin. Donc cela n'inspire peut-être pas beaucoup de confiance dans la qualité des informations qui sont diffusées. Et donc c'est une chose à laquelle nous devons nous intéresser. Donc c'est la fin de la session d'aujourd'hui sur les récits relatifs au vaccin et le manque de données. La prochaine fois nous aurons une séance très pratique pour approfondir les mots-clés et les recherches. Comment faire des recherches sur Internet de manière à améliorer nos recherches et nos rapports.